Ah là là, heureusement qu'il y a des gens bons, toujours, pour nous faire croire qu'ils sont là pour veiller sur nous et, et pour nous montrer la bonne voie, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler intelligence artificielle, car notamment, il y a un article, une lettre ouverte, qui a fait beaucoup parler de lui. C'était à la fin du mois de mars, fin mi-mars, fin du mois de mars, le temps que ça nous arrive jusque chez nous, puisque ce sont plusieurs professionnels, plusieurs pointures de l'intelligence artificielle qui ont signé un article pour alerter sur les dangers hein, de leur création, finalement. Et bon, disons que d'un point de vue un peu personnel, je trouvais déjà ça un peu bizarre que des gens qui inventent quelque chose tout à coup soient un peu horrifiés, on se croirait un peu dans un film. Et il y a un côté un peu théâtral à ça. Quand je l'ai vu sortir, ça faisait directement waouh, waouh, mais l'IA a un danger pour l'humanité et tout. Ça titrait des articles vraiment très racoleurs. Et sans compter que ce débat, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai pu en discuter avec plein de gens différents. Et en réalité, bon, oui, ok, il y a des choses qui sont impressionnantes, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop vite impressionné? Bref, on va relire cette lettre ouverte avec cet article de la RTBF hein, qui s'intitule Pourquoi ChatGPT et l'intelligence artificielle sont-ils un risque pour l'humanité? Alors vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose quand même de racoleur, on dit juste qu'on cite que c'est un risque pour l'humanité. C'est pour ça que moi-même, d'ailleurs, je l'ai lu. Cet article date, vous voyez, hein, on est le 6 avril, il date du 30 mars, donc ça fait à peu près une semaine qu'il est sorti. Cependant, je pense qu'il est toujours pertinent et je pense que c'est toujours intéressant de revenir dessus et d'en discuter. Alors, c'est une lettre ouverte signée par un groupe d'experts dans le secteur de l'intelligence artificielle. Elon Musk et des centaines d'experts mondiaux, attention, des centaines d'experts mondiaux, ont signé un appel à une pause de 6 mois dans la recherche sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT 4, pardon, le modèle d'Open... Oh là, je vais arriver à lire aujourd'hui. Le modèle d'OpenAI, lancé mi-mars. Donc vous voyez déjà dans l'entête même de l'article, on part, on est vénère, hein. On n'est pas là pour vous rassurer, on est là vraiment pour vous faire peur. Hein. Bon, j'exagère parce que l'article en vrai est bien plus nuancé, etc. Mais il y a un côté, je trouve, rien qu'à lire cette en-tête, il y a déjà un côté très alarmiste. On parle de centaines d'experts mondiaux, mais sans vraiment revenir. J'espère qu'on va y revenir après. J'ai pas encore lu l'article, mais déjà juste dire des centaines d'experts mondiaux sans vraiment dire qui ils sont, parce que des experts mondiaux en intelligence artificielle, il y en a littéralement vraiment plein, 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 plein. Pour le moment, c'est vraiment un domaine en plein essor. Et est-ce que des centaines, c'est vraiment énorme ou alors est-ce que ça reste une niche par rapport au total d'experts qui existent dans le monde en fait? Et évidemment, moi, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, c'est qu'il parle d'Elon Musk. Et j'aimerais quand même, avant de continuer l'article, revenir vite fait sur Elon Musk et les dingueries qu'il est en train de nous sortir sur Twitter, avec son abonnement au début payant, mais facultatif, puis finalement payant avec des petits trucs en plus par-ci par-là, genre on peut faire un peu plus, on peut écrire des tweets un petit peu plus longs et machin et bidule, mais vraiment des trucs, il y a plus de pubs, etc. Enfin, rien d'innovant finalement, juste des avantages qu'il aurait pu, enfin en soi, qui existent déjà sur d'autres sites, on va dire plutôt ça comme ça. Et puis maintenant, c'était tout à coup la certification, ce qui montrait que Elon Musk ne maîtrisait absolument rien au sujet qu'il traitait, hein, qui est la liberté d'expression et les réseaux sociaux. Or, de base, il se posait en défenseur de tout ça, mais tout ce qu'il montre, c'est à quel point il est incompétent, finalement, dans ce domaine, et aussi dans le principe de diriger une entreprise. Alors, j'ai pu en discuter avec un ami, qui avait une opinion différente de moi, que je trouvais encore intéressante, car pourquoi pas éventuellement plausible. Pour lui, il partait du principe qu'il avait auto-saboté Twitter dans un but justement de faire un espèce de doigt d'honneur mondial. Alors, je dis que c'est intéressant parce que en vrai, je vais dire,
c'est une autre alternative, mais c'est la seule pour moi qui pourrait être encore plus ou moins logique, même si honnêtement, je pense qu'il faudrait quand même être gravement atteint dans sa tête pour vouloir acheter un truc aussi cher, tout ça pour le foutre en l'air. Enfin, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux, mais je me dis, allez, pourquoi pas? Disons que c'est le plan B. Mais franchement, j'en doute très fortement et je pense plutôt que Elon Musk est vraiment quelqu'un qui est juste tombé au bon endroit au bon moment avec PayPal à l'époque, hein, et qui avait déjà de l'argent qu'il avait réussi à recevoir, que ce soit d'investisseurs, etc. Et qu'il a simplement pris les bonnes personnes, en fait, simplement, hein, que ce soit pour SpaceX, etc. Et que pour Twitter, il a décidé d'aller en croisade tout seul et qu'il a montré, malheureusement, hein, les limites de ses capacités, on va dire. Mais bref, donc du coup, pourquoi est-ce que je parle d'Elon Musk? C'est parce qu'effectivement, il est donc cité dans l'article, et je trouve absolument pas pertinent, parce que pour moi, ça, justement, s'il fallait bien quelqu'un qui décrédibilise, rien qu'à la lecture, rien que dans le chapeau, tout ce qui est marqué après, c'est lui, quoi. C'est vraiment, je veux dire, la boussole qui indique le sud. C'est le mec, tu sais que quand il est dans un article, désormais, ça peut partir en vrille très rapidement. Mais bon, soit. Voyons voir surtout les autres. Elon Musk n'est pas le seul signataire de cette lettre. La revendique aussi le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, des membres du laboratoire d'IA, intelligence artificielle de Google DeepMind, le patron de Stability AI, Emad Mostaque, concurrent d'OpenAI, ainsi que des experts en IA et des universitaires américains, des ingénieurs cadres de Microsoft, groupe allié de OpenAI. Yuval Noah Harari, l'auteur de Sapiens, les a également rejoints. Alors j'avoue que du coup, comme j'ai pas lu l'article avant, hein, je découvre en même temps que vous, je ne sais pas du tout ce que vaut celui qui a écrit Sapiens. Peut-être que c'est pertinent, peut-être que ça ne l'est pas. En attendant, je peux pas m'empêcher, c'est toujours un peu bizarre de voir des gens qui créent quelque chose et tout à coup, comme si ils étaient dépassés par leur création, comme ça, les voir paniquer. C'est un peu space. Je trouve vraiment, en fait, c'est là où ça m'a mis la puce à l'oreille, mais on va y revenir plus tard. Risque majeur pour l'humanité? Point d'interrogation. On reste dans le stress, hein. Dans cet article, je vous préviens, on reste dans le stress. Dans leur lettre ouverte, ce groupe d'experts évoque des risques majeurs pour l'humanité. Mais de quoi peut-il s'agir? On a mis sur le marché des outils d'une sérieuse puissance. Mais cela peut créer des mouvements et des troubles sociaux quand on voit leur capacité à manipuler les vérités. Cela doit susciter une réflexion, explique Hugues Berzini, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle à l'ULB, Iridia. Alors ça, c'est déjà plus intéressant parce que je ne sais pas s'il a signé, la lettre, mais vous voyez, c'est ce que je vous disais par il nuance un peu. C'est que donc là, ici, moi, je pense pas qu'il ait signé la lettre, mais plutôt que c'est un expert en intelligence artificielle de l'ULB. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un chercheur / universitaire. Hein. L'ULB, c'est Université Libre de Bruxelles. Hein. Et donc, ici, on a peut-être un aspect déjà un peu plus éloigné, vous voyez, un second regard par rapport à ce qui se dit, et on peut déjà y voir un peu plus clair sur ce qui est pensé dans le milieu, quoi. Un moratoire demandé. Dans cette pétition parue sur le site futureoflife.org, les signataires réclament un moratoire jusqu'à la mise en place de systèmes de sécurité, dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, une surveillance des systèmes d'IA, des techniques pour aider à distinguer le réel de l'artificiel et des institutions capables de gérer les perturbations économiques et politiques dramatiques, en particulier pour la démocratie que l'IA provoquera. Ce n'est pas surprenant et ce n'est pas une mauvaise idée. Le vrai souci de ces logiciels, c'est leur capacité à inventer des réalités alternatives. Nous sommes déjà en train de nous battre contre les fake news inventées par des humains qui ont envie de détourner les faits à leur profit. Imaginez que vous avez aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent non seulement débiter des âneries, mais qui peuvent aussi proposer des images, des sons et des films extrêmement réalistes, tout en étant totalement faux. La grosse difficulté, c'est de faire la différence entre l'authentique et le factice, et de mettre en place un outil qui le fasse automatiquement, estime Hugues Berzini. Et c'est là où moi je vais me permettre, je vais me permettre de faire en fait un petit commentaire avant de continuer. C'est que c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est en dehors de, on va dire, de ce qui est proposé, comme ça on a un autre regard. Et autant je trouve que c'est intéressant ce que proposent effectivement ces chercheurs, etc. Je comprends un petit peu la démarche et je comprends, je veux dire, le fond de la pensée, bien sûr, de dire, voilà, l'évolution
on pense que l'évolution va trop vite par rapport à notre société, et on pense que, du coup, notre société devrait déjà réfléchir à cette évolution avant qu'elle ait lieu. Et en soi, c'est pas bête. Cependant, là où moi j'ai un problème un peu personnel avec ce qui est dit, c'est que c'est vrai, bien sûr, que c'est bien de dire tout ça. Mais la société, c'est plus complexe que juste dire aux gars, on se met autour de la table et on discute parce que là, vous voyez, regardez, rien que le changement climatique, je veux dire, euh, si l'humanité fonctionnait comme ça, le changement climatique, ça ferait longtemps en fait qu'il serait réglé. Hein. Ça ferait longtemps que les gens se seraient mis autour de la table, que des mesures seraient prises et que pour la société du futur, on aurait déjà pris des dispositions. Or, on voit à quel point c'est difficile d'avancer. Vous allez me dire, mais oui, mais c'est pour ça qu'ils proposent une pause. Parce qu'on va y revenir, ils vont en parler après. Et oui, c'est vrai, c'est intéressant. Sauf que je trouve qu'il y a un côté vraiment très condescendant en fait. Mais alors, j'ai conscience, attention, j'ai conscience que ce n'est probablement pas dans l'idée, bien sûr, ce n'est pas du tout dans l'idée de ce texte d'être condescendant. Je pense que ces personnes, alors je sais pas par rapport à cette lettre ouverte, parce qu'on voit des grands noms, on voit beaucoup de cadres, etc. C'est difficile, on les connaît pas tous indépendamment les uns des autres, évidemment, on sait pas les liens qu'ils ont, etc. Donc c'est très difficile de savoir s'ils sont sincères ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que ce chercheur, en tout cas, qui le dit, lui, comme on peut considérer qu'il a un recul peut-être sur ce qui est dit, je pense que lui, en tout cas, est sincère par rapport à ce qu'il exprime. Et c'est pour ça que je n'ai pas de doute que d'autres puissent penser la même chose. Mais voilà. L'humanité, ça fait des millénaires qu'il invente des choses. Alors aujourd'hui, on a l'impression que les choses, tout à coup, vont très vite, que voilà, demain on pourrait avoir des robots du futur, et tout à coup, que tout va aller comme sur des roulettes. Mais rappelez-vous, dans les années 50 ou 60, rappelez-vous les gens, ce qu'ils pensaient du futur. Ils pensaient que dans les années 90 ou 2000, on allait avoir des voitures volantes, qu'on allait avoir des machines qui allaient tout faire à notre place, qu'on allait tout à coup pouvoir évoluer et carrément conquérir d'autres planètes. Quand les premiers hommes ont marché sur la Lune, il y en a qui se sont dit la Lune, ce n'est que le début. Après, c'est d'autres planètes, c'est sûr. On est aujourd'hui en 2023, hein, donc 75 ans quasiment après toutes ces pensées. Hein. On n'a pas de voitures qui volent. Les robots, les IA, voilà, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles se développent. Je vais vous conseiller une vidéo juste après. On a l'impression qu'elles se développent, mais en réalité, il y a aussi beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de rêveries. Il ne faut pas oublier que ce sont des sociétés qui sont derrière ces intelligences artificielles. Et ils ont tout intérêt à vous faire penser que c'est le futur. Ils ont tout intérêt à vous faire penser qu'en fait, ils ont fait une intelligence artificielle qui est hyper balèze. Parce que si vous convainquez pas vous, imaginez les investisseurs. Personne va croire en leur truc. Donc, bien sûr qu'ils bombent le torse et qu'ils disent « Mais regardez comme c'est incroyable !» Et il faut pas se leurrer non plus. C'est pour ça que cette lettre ouverte, cette pétition, il y a aussi un côté un peu marketing derrière, quoi. C'est un peu... voilà, c'est un peu le côté Einstein qui a inventé... voilà, mais justement, c'est pour ça que moi, il y a un côté de moi où il n'y a rien à faire. Je trouve qu'il y a un côté un peu descendant. C'est-à-dire que Einstein, quand il a découvert la fission nucléaire, il s'est pas dit « Bah putain, je vais faire des bombes atomiques demain ». Pas ça qu'il s'est dit. Il s'est dit « Tiens, ça va être utile, ça fait avancer la science et en plus, on va peut-être pouvoir tirer de l'énergie, etc. » Tout ça. J'ai dit inventer la fission nucléaire peut-être, bien sûr, pas inventé, hein, mais qu'il l'a théorisé plutôt. Donc voilà, en fait, c'est là où pour moi il y a une certaine condescendance, c'est que je vais dire, quelle vision ont-ils de l'humanité ces personnes ? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ah ben tiens, va y avoir tout un tas d'images, de vidéos et tout, qu'on ne pourra plus croire, et oh mon Dieu, mais en réalité... Est-ce que c'est pas tant mieux, en fait ? Parce que là, aujourd'hui, les gens croient tout ce qu'ils voient. Les gens, ils voient une photo de quelqu'un qui fait un truc, ils le croient.
même si la photo n'est peut-être pas complète, même si la vidéo n'est peut-être pas complète. Et vous êtes d'ailleurs, moi par exemple, quand je montre des images de violences policières, les gens sont les premiers à le dire. Mais le contexte, mais le contexte. Et justement, ça montre aussi que parfois aussi, les images montrent des vérités, mais on ne veut pas les croire. Et donc on dit qu'elles sont fausses. Et donc on dit qu'il y a un contexte, etc. Et je le dis parce que pour moi, évidemment, avec mes idées, mes opinions, c'est par rapport aux violences policières. Il y a des gens qui me font ces remarques-là. Mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Hein. Je veux dire, vraiment, hein, ça peut être sur plein d'autres sujets. Ça peut être quelqu'un que vous admirez, qui fait une connerie, et vous dites, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas être le cas, ça ne peut pas arriver. Et donc au final, moi j'avoue que les intelligences artificielles, le fait qu'elles puissent créer tout et n'importe quoi, mais en fait, ça va juste nous permettre d'être encore plus critiques sur ce qu'on voit, sur ce qu'on remarque, sur les photos, les vidéos qui vont circuler. On ne pourra plus simplement croire, sur base d'une photo, voilà, alors c'est vrai, on croit en fait, pour moi c'est ça le truc, c'est qu'on croit que c'est compliqué. Mais quand on a inventé l'imprimerie, et que tout à coup on pouvait dupliquer des livres, que l'on pouvait tout à coup écrire, n'importe qui pouvait écrire des choses sans qu'on sache qui les a écrites. Il y a eu le pire comme il y a eu le meilleur. Mais c'est la même chose ici. Et en fait, c'est là où je crois qu'il y a un concept que ces gens oublient, c'est que l'évolution, en fait, tu l'arrêtes pas. C'est pas genre, justement, s'ils pensent que tout à coup, en se disant « Oh ben on fait une pause de 6 mois, c'est bon !» Non, en plus, il y a un côté un peu bullshit, parce que comme si en 6 mois, on allait pouvoir tous se mettre autour de la table et trouver une solution mondiale. Bon, même juste européenne, imaginez, attendez, ce serait déjà un miracle. Mais alors en plus, pour moi, justement, il y a ce côté de comme ça, sous-estimer, je veux dire, l'humain. L'humain, il a toujours vécu avec l'évolution, aussi rapide qu'elle devait être, ou pas, hein. Quand il s'est passé des catastrophes naturelles, des drames, on s'est pas dit « Ah ben tiens, attendez le drame, on a 6 mois pour y réfléchir ». Comme je vous le disais, le réchauffement climatique, c'est l'exemple même de ça. On a eu du temps pour réfléchir, on l'a même pas pris. Même quand on a du temps, on le prend pas. Alors que... en fait, le monde évolue d'office. Il n'y a rien qu'on puisse faire à ça. Et les recherches, si eux ne le font pas, il y en a d'autres qui le feront à leur place. C'est un peu le principe. C'est d'ailleurs une théorie historique. Hein. C'est que quoi que tu fasses, tu n'arrêteras pas l'histoire. Ce qui doit se dérouler, se déroulera. Donc même si tu retournes dans le passé, par exemple tu es Monsieur H, hein, il y a pas, enfin, il y en aura un autre qui va prendre sa place. C'est tout. Et tout l'histoire va se dérouler de manière naturelle. Alors, qu'on y croit ou pas, c'est une théorie, hein, bien sûr. Personne n'a encore voyagé dans le temps, donc on n'en sait rien. Mais, dans l'idée, c'est pas impossible. C'est une théorie, quoi. Et moi, je pense qu'en tout cas, ce qui est de l'évolution et des IA, etc., il faut pas se leurrer. Ça viendra. Si c'est même dans 10 ans, ça viendra dans 10 ans. Et les gens seront pas plus prêts, en fait. Par contre, les gens s'adaptent une fois que ça arrive. Et c'est là la différence, en fait. C'est là où, en fait, pour moi, ils sous-estiment. C'est que on peut pas vendre les évolutions technologiques comme ce qui pourra potentiellement sauver l'humanité je veux dire, par exemple, du climat ou des guerres, etc. Et d'un autre côté, dire « Oui, mais en même temps, c'est dangereux, hein !» Bah oui, tout outil est dangereux. Le couteau, tu peux te couper avec, mais tu peux aussi couper de la viande et te nourrir beaucoup plus facilement que si tu devais le déchirer avec tes mains, quoi. Donc, oui, bien sûr que c'est dangereux. Mais c'est normal. Le monde est dangereux de base et on évolue avec. Également signataire, on continue quand même, hein, sinon ça va prendre encore 40 minutes, Yoshua Bengio, pionnier canadien de l'IA, a exprimé ses préoccupations lors d'une conférence de presse virtuelle à Montréal. Je ne pense pas que la société est prête à faire face à cette puissance-là, au potentiel de manipulation par exemple des populations qui pourraient mettre en danger les démocraties. Il faut donc prendre le temps de ralentir cette course commerciale qui est en route, a-t-il ajouté, appelant à discuter de ces enjeux au niveau mondial, comme nous l'avons fait pour l'énergie et les armes nucléaires. Oui, mais encore une fois, on l'a fait quand un pauvre type, parce que vous imaginez quand même, il fallait quand même être taré à l'époque, on n'en parle pas assez. Hein. En histoire, on nous en parlait beaucoup, mais dans le monde, on va dire,
courant, quoi. Enfin, dans le message courant, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même un taré qui s'est dit, ok, tu sais quoi, Balek, on va envoyer une bombe qui va tuer des centaines de milliers de personnes en un coup. Mais avant de faire ça, personne s'est dit, ah, attention, on est en train de créer un truc qui... Personne. Alors oui, bien sûr, il y en a qui se sont dressés, il y en a qui ont dit, attention, c'est dangereux, machin... Mais c'est pas... Enfin, ça marche pas comme ça, en fait. C'est peut-être triste. Peut-être que c'est triste. Peut-être que c'est mieux. On n'en sait rien, parce qu'en même temps, on est toujours là pour le moment. Peut-être que c'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à présent. Hein. Peut-être, voilà, un trop de réflexion, parfois. Peut-être qu'il faut innover jusqu'à arriver à la limite pour se rendre compte des limites avant de faire marche arrière et de réglementer. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et je pense que l'être humain... Voilà, il n'y a que de manière démocratique qu'on peut penser autrement. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans de la démocratie. Or, ici, et c'est ça mon problème, c'est que ici on dirait que eux, il y a un côté où ils se sentent supérieurs comme ça, à la masse d'humains, quoi. Ah non, mais regardez les pauvres cons, là. Regardez, ils vont faire des fausses images, ils vont y croire. Non, mais oh! Mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Pour moi. Bien sûr. Bien sûr. Je vous rappelle que je dis mon avis, on sait jamais. Le créateur de ChatGPT effrayé, voilà, ça me fait rire quoi. Sam Altman, patron d'OpenAI, concepteur de ChatGPT, a lui-même reconnu être un petit peu effrayé par sa création si elle était utilisée pour de la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques. La société a besoin de temps pour s'adapter, avait-il déclaré à ABC News mi-mars. Bon, alors par contre, désolé, hein, ouais, mais sortir le effrayé totalement de son contexte, il a dit un petit peu effrayé, c'est quand même pas la même chose que de dire qu'il est effrayé. Enfin, oui, il dit qu'il est un petit peu effrayé parce que je vous le rappelle qu'il doit le vendre, son Beans. Il doit le vendre. Enfin, je veux dire, évidemment. Enfin, moi, quand je vends un concept, vous croyez que je vais dire quoi? Ouais, non, bah non, il est pas exceptionnel, hein, c'est un concept exactement comme les autres. Pas plus original que les autres, franchement, non. Regardez autour de vous, il est pareil que les autres, finalement. Hein. Il va pas menacer les autres. Ou alors, est-ce que vous croyez que vous vendez mieux un concept en lui disant à la personne en face de vous, écoutez, mon concept c'est le meilleur du monde, avec le mien, vous avez une chance d'atteindre des sommets, et du coup investissez en moi. Bon, voilà, je vous fais pas de dessin. Hein. Dans leur lettre, les experts expliquent encore que ces derniers mois ont vu les laboratoires d'IAF s'enfermer dans une course incontrôlée, pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable, estime-t-il. Et ça, voilà, c'est assez marrant quand on se rappelle aussi de l'IA qui apprenait sur Twitter et qui était devenu, voilà, d'extrême droite là en même pas 24 heures. Bon, bah si, on sait les contrôler. La preuve, n'importe qui. En fait, c'est ça le truc, c'est que n'importe qui, si vous la mettez en fait à disposition du grand nombre, n'importe qui va trouver des failles. C'est le propre même. Je veux dire, même chez l'homme, hein, il y a des failles. Donc, bon. L'IA, c'est quoi? Interrogé sur la définition même de ce qu'est l'intelligence artificielle, ChatGPT nous répond en quelques secondes. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine, comme la perception, la reconnaissance de la parole, le raisonnement, la planification et l'apprentissage. Les technologies d'IA sont basées sur des algorithmes d'information sophistiqués qui peuvent analyser de grandes quantités de données et utiliser des modèles mathématiques pour détecter des schémas et prendre des décisions. L'IA est utilisée dans de nombreuses applications pratiques, telles que la reconnaissance vocale, la conduite autonome, la médecine, machin. Cependant, l'IA pose également des défis éthiques et sociaux tels que la protection de la vie privée, la discrimination algorithmique et la sécurité des systèmes. Et voilà, mais c'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est pour ça qu'en fait, une IA, ce n'est pas juste la menace de l'humanité. Non, c'est bien plus complexe que ça. Vous imaginez, on comprend même pas encore comment fonctionne le cerveau humain et on a peur d'IA qui savent même pas encore totalement converser. Non mais allez, quoi. Non mais sérieux. Alors, je veux bien, hein, c'est impressionnant parce que on arrive à des choses qu'on n'avait pas encore réussi à faire avant, et il y a un côté un peu magique à ça. Et c'est là que je vais vous renvoyer à la vidéo de Fabien Olicard. Hein. N'oubliez pas que la magie, c'est avant tout une question d'ignorance. Et pourquoi on trouve qu'un peu les intelligences artificielles, c'est magique? C'est parce qu'en fait, on ne connaît pas leurs problèmes, on ne connaît pas leurs biais,
il parle justement de discrimination algorithmique. Il y en a de très grosses sur ChatGPT et même de manière générale dans les algorithmes. Hein. On l'avait vu, je crois que je l'avais traité en plus, mais sur Facebook, à un moment donné, il disait, quand tu regardais des vidéos avec des êtres humains de couleur noire, hein, eh bien, il te proposait des vidéos de singes après. Bah voilà, c'est ça un algorithme. Un algorithme, ça réfléchit pas. Un algorithme, ça n'a pas d'éthique. Un algorithme, on en est encore hyper loin d'un vrai cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ou même d'une personnalité. On en est hyper loin. Vraiment. Et j'ai envie de dire, tout ça, c'est pour ça que tout ça, ça fait un peu bullshit, quoi. Tout ça, c'est un peu pétard mouillé, quoi. Oh là là, zut. Oh, regardez, on est tellement intelligent qu'on a fait des choses qui nous dépassent. Non mais... Pitié, quoi. Je veux bien, je suis le dernier à dire que l'homme est con, hein, vraiment, hein, je trouve que l'être humain est très intelligent, y a pas de problème, voilà, mais il faut pas nous prendre pour des dieux non plus, hein, pour le moment, on en est hyper loin, quoi. Et il faut avoir conscience de ça, parce que je trouve que, en fait, on essaye de faire peur avec les IA et tout, mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que la découverte du feu, par exemple, vous imaginez, un truc aussi con que ça, hein, mais la découverte du feu, vous croyez que les hommes, à l'époque, se sont dit « Oh mais attention, parce que le feu... ça peut brûler. Peut-être qu'il faudrait faire un moratoire pour ça. » Non mais pitié. Oui, alors oui, peut-être, je dis pas que ce serait inutile, attention, hein. Je ne dis pas que ce serait inutile, je ne dis pas qu'il faut pas réfléchir sur les IA, etc. Je pense que les raisonnements, c'est toujours important. Peut-être que si les hommes des cavernes de l'époque avaient réfléchi à ce que pouvaient les conséquences d'un feu, bah peut-être qu'ils n'auraient pas brûlé des forêts. Voilà. J'avoue que je connais pas très bien cette époque-là, hein, donc difficile de juger, mais voilà, dans l'idée, quoi. Mais bon, à un moment donné aussi, t'as le feu, tu vois que ça peut cuire des aliments et que ça t'empêche d'être malade, bah oui, tu vas l'utiliser, quoi. Tu vas pas commencer à te dire, mais non, on arrête de l'utiliser, on fait une pause. On l'utilise plus pendant 6 mois, les gars, pour vérifier que le feu, ça brûle. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. En somme, l'IA est un domaine complexe et en constante évolution qui promet de révolutionner la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons avec la technologie. Que faire à l'avenir? Devons-nous laisser les machines inonder nos canaux d'information, de propagande et de mensonges? Devrions-nous automatiser tous les emplois, y compris ceux qui sont gratifiants? Devons-nous développer des esprits non humains qui pourraient un jour être plus nombreux, plus intelligents, nous rendre obsolètes et nous remplacer? Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus, conclut-il. Mais vous imaginez la tronche des mecs? Enfin, je sais pas si vous imaginez quand même pour écrire ça. Les mecs sont en train de se comparer littéralement à des dieux. Ils sont en train de dire que là, maintenant, ils peuvent créer... Juste... Ils peuvent créer la vie, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. Vous vous rendez compte du melon des gars? Les mecs ne sauraient même pas vous dire comment fonctionne un cerveau humain. Et pour rappel, hein, ils sauraient même pas vous dire comment fonctionne un cerveau d'insecte. Parce qu'on fait encore des découvertes de ouf, hein. On vient de découvrir par exemple que les bourdons savaient jouer, enfin c'est ce qu'on suppose en tout cas. Je vais pas vous faire la description totale et tout, mais il y a une étude qui a pu montrer que les bourdons, quand ils pouvaient s'amuser avant par exemple de la nourriture, ils le faisaient. Et qu'en fonction de s'ils étaient plus jeunes ou plus vieux, ils jouaient plus. Donc l'âge influait aussi. Et donc pourquoi c'est intéressant? Parce que les bourdons sont des insectes, et donc, si les bourdons jouent, ça veut dire que les insectes auraient conscience, quand même, du divertissement, etc. Et donc, ça veut dire que l'intelligence des insectes est beaucoup plus complexe que juste des animaux qui font leur travail comme on a pu l'imaginer pendant longtemps, des fourmis qui ont juste leur rôle et qui le font. Mais donc, imaginez, on découvre ça maintenant, et je vous dis, c'est une étude, donc... C'est une étude, ça avait été partagé parce qu'elle était fiable, mais elle doit encore être vérifiée, elle doit être encore retestée, vous savez, enfin ça doit faire encore tout le processus hein, scientifique. Mais je sais pas si vous imaginez à quel point en fait on est tellement loin de tout connaître, quoi. Moi j'ai l'impression en fait de voir, quand je vois ça, hein, j'ai un peu l'impression de voir la crise de la connaissance à l'époque, au début du 19e siècle en fait. Vous savez qu'au début du 19e siècle, on pensait tous qu'on arrivait au bout du savoir. On croyait qu'on savait tout sur l'humanité. Vous imaginez? Vous êtes là, en 1800, et il y a des mecs qui se disent « Bah on sait tout ». Vous imaginez, hein? Alors que là, on est en 2023, on a des ordis, les mecs ils n'en avaient même pas, ils se disaient « On sait tout ». Et en fait... Et en fait, justement, il y a eu... ils se sont rendus compte qu'ils savaient pas tout. Et il y en a qui se sont suicidés à cause de ça. Et à l'époque, figurez-vous que par exemple, on n'avait pas peur des ordinateurs, mais on avait peur de l'encyclopédie.
Donc les penseurs de l'époque pensaient que l'encyclopédie était un danger pour l'humanité parce qu'il y avait des êtres humains, si tu leur mettais de la connaissance entre les mains, et ben, ça allait mettre en péril l'humanité, quoi. Donc il y avait mais je vous dis, hein, c'était des intellectuels de l'époque qui étaient persuadés que l'encyclopédie ne devait pas apparaître parce que sinon des humains allaient commencer à étudier, etc. Et qu'ils étaient en gros trop cons pour utiliser les connaissances et que donc c'était hyper dangereux. Et qu'il n'y avait que les despotes. Que les despotes qui devaient avoir accès à la connaissance parce que eux étaient les plus à même de pouvoir utiliser cette connaissance et tout. Et là, moi je vois exactement la même chose. C'est des types avec un melon gigantesque en fait. C'est des types, en fait, ils sont tellement dans des trucs enfin, ils sont dépassés par ce qu'ils ont créé, mais simplement parce que, en fait, leur ego commence à prendre le dessus sur leur création. Mais ChatGPT a plein de biais, hein, et je vous invite à aller voir la vidéo, je vais vous en parler, mais de Defecator, sa dernière vidéo ici, comprend ChatGPT avec Defend Intelligence, qui est hyper intéressant, et qui vous parle justement des limites de ChatGPT, etc. Mais tout ça, ça va bien sûr dans la description. Quelle solution à l'avenir? Et le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle à l'ULB, Iridia, de poursuivre. On va trop vite en mettant ce genre de produit sur le marché. Le pouvoir de ces IA est énorme. Il faut donc une réflexion profonde sur le rôle de ces outils et comment les utiliser. Il faut une amélioration profonde. À l'image du secteur pharmaceutique, on ne met pas n'importe quel médicament sur le marché sans des tests importants. Le problème, c'est que ces tests, ils sont faits à grandeur humaine. Or, ces outils se servent de l'expérience pour s'enrichir. Ils se nourrissent de cela. On a vu qu'avec l'exemple d'expérience chez Microsoft, le programme a commencé à devenir totalement injurieux, raciste et violent parce que certains l'utilisaient comme cela. Il conclut. On a mis sur le marché des outils d'une sérieuse puissance. Mais que fait-on de ces outils? Doit-on et peut-on les laisser en libre accès? C'est possible de produire des filets de sécurité, mais c'est précisément cela qui prend du temps. Par exemple, le gros souci de ChatGPT, c'est qu'il n'arrive pas pour le moment à citer ses sources. Il faut qu'il puisse citer ses sources, sinon il y aura toujours des erreurs. Et les erreurs à cette échelle, et avec une telle force persuasive, risquent de se payer cher et devenir difficilement réversibles. Et justement, donc voilà, justement, cette conclusion, je vais être franc, hein, elle me fait un peu rigoler. Parce que oui, c'est vrai, mais c'est la même chose avec Internet, on a dit la même chose, et regardez Internet, regardez où on en est encore aujourd'hui, c'est encore la jungle, Internet. C'est encore la jungle. Mais les mecs, ils ont mis Internet, ils se sont dit, c'est l'humanité, c'est pour l'humanité, et c'est important, et Internet a fait son bonhomme de chemin, et au final, qu'est-ce qui est mieux? Parce que, je sais pas si on a conscience de ça, mais en fait, on a le choix, mais il y a un côté aussi démocratique à tout ça. C'est vrai qu'Internet a fait des dégâts énormes, mais regardez aussi tous les bienfaits qu'a fait Internet. Il faut pas voir que le côté négatif des choses. C'est important, en fait, d'avoir conscience que c'est vrai que donner l'accès, comme ça, à des choses, à du matériel aux gens, c'est dangereux. Comme ça, de pouvoir se le procurer. Mais n'oublions pas aussi que c'est grâce à ça aussi, c'est grâce au nombre parfois, qu'émergent des idées, qu'émergent des choses exceptionnelles en fait. Et en fait, je crois que c'est ça que ne se rendent pas compte ces personnes, c'est qu'en fait, c'est l'être humain qui est comme ça. C'est pas l'IA. L'IA n'est pas un problème en soi. L'IA n'est pas un danger du tout pour l'humanité. L'humanité est un danger pour lui-même. Point barre, c'est tout. L'humanité est un danger pour lui-même parce qu'il fait face à une nature qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il aimerait maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il peut survivre. Voilà. C'est le destin un petit peu finalement de tout être vivant. De survivre dans ce monde qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas, dont il ne maîtrise pas les codes, et pour lequel il ne sait même pas s'il y a des codes. C'est bien le débat avec les religions. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière pour tirer les ficelles? Mais je veux dire, je le vois vraiment très largement, hein, que ce soit ceux qui croient en Dieu, mais que ce soit aussi ceux qui sont persuadés qu'on pourra tout connaître du monde. Parce que ces personnes-là, finalement, disent que le monde est régi forcément par des règles logiques. Or, si ça se trouve, c'est pas le cas. Si ça se trouve, notre cerveau ne pourra jamais tout comprendre parce qu'il y a des choses qui sont complètement illogiques pour nous et qu'on n'arrivera jamais à palper, à comprendre, à intégrer. Et du coup, voilà, je voulais juste partager ça parce que je pense que oui, il faut être prudent avec les IA. Oui, bien sûr, il faut avoir conscience en fait des technologies et de justement leur capacité. Il faut avoir conscience de ça, c'est hyper important parce que sinon, vous allez voir une image et vous allez y croire. Voilà. Vous allez voir un train dans un cinéma, vous allez vous dire que c'est un vrai train qui roule, alors qu'en fait, c'est juste une image projetée sur une toile. Voilà. Mais il faut aussi en connaître les limites
Et surtout, en fait, il faut toujours être alerte. Point barre. Il faut toujours essayer d'être un maximum critique. Et ça n'a pas changé, ce sera toujours vrai. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut faire encore plus attention. Quand vous voyez une photo et qu'elle vous semble bizarre, n'hésitez pas à aller voir la source. N'hésitez pas à aller voir si elle a une source ou pas. Prenez toujours des informations avec des pincettes jusqu'à ce que vous ou d'autres personnes vérifient. Et il y aura toujours des gens pour le faire. Parce que des journalistes, c'est pas ça qui manque dans les écoles. Si vous regardez, les journalistes ont plus de problèmes pour trouver du travail qu'autre chose. Donc vous inquiétez pas, des gens qui veulent trouver des sources, des gens qui veulent trouver d'où ça vient, informer, etc., il y en a plein. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on leur permet de le faire? Et à quel point, en fait, on forme les gens à détecter ça? Et moi, je crois que c'est ça sur lequel ces gens devraient s'insurger. Ils devraient pas dire « Ah mais non, on doit faire une pause sur l'IA », c'est pas ça qu'ils devraient dire. Ils devraient dire « On devrait être plus transparent, on devrait informer au maximum les gens de ce que sont possibles de faire les IA et surtout de les dérives, etc. » Ils devraient au contraire nous impressionner et nous montrer « Regardez, vous pouvez plus croire une vidéo maintenant. Quand vous voyez une vidéo, cherchez d'où elle vient. Et une fois que vous aurez trouvé d'où elle vient et que vous êtes sûr qu'elle est vraie, à ce moment-là, on pourra discuter. Mais avant... Ça me fait un peu penser d'ailleurs, pour terminer là-dessus, ça me fait un peu penser à l'époque des vidéos sur YouTube qui commençaient avec plein de monstres et tout. Alors qu'en réalité, c'était juste des gens qui géraient un petit peu After Effects, quoi. Mais le nombre de gens qui pensaient qu'il y avait des esprits dans des vidéos et tout, juste parce qu'à l'époque c'était bien fait. Mais aujourd'hui, on regarderait ça, on se dirait putain, c'est nul à chier. Mais voilà. Quand c'était le début d'Internet, on connaissait pas tous tout ça, on connaissait pas les programmes et leurs capacités. Mais aujourd'hui, maintenant on connaît tous, et si je mets un fond vert derrière moi et que je me mets dans l'espace, bah vous vous direz pas, putain, il est vraiment dans l'espace. Vous direz juste, ok, il a mis un fond vert. Bah, faut qu'on arrive à faire la même chose avec les IA. Voilà, n'hésitez pas, évidemment, à donner votre opinion en commentaire. Toutes les sources sont dans la description. Je vous mets aussi la vidéo de Defecator, donc sur ChatGPT. Elle est vraiment très intéressante. Je vous invite vraiment à la regarder si vous voulez savoir un petit peu les limites de ChatGPT, etc. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis sinon, à la liker aussi, oui, puis évidemment, pour l'algo. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. La bise.